Bien donc, on m'a demandé de vous parler de Chauveau et Marais en tant qu'élève de Claude Bernard. Alors, le 19e siècle se caractérise sur le plan médical par des découvertes extrêmement importantes. Et quand on pense à ces découvertes, il y a tout de suite deux noms qui viennent à l'esprit, Claude Bernard et Pasteur. Claude Bernard qui a jeté les bases de la physiologie expérimentale, qui est vraiment le point de départ d'une médecine moderne, et Louis Pasteur, qui a tordu le cou à la notion de génération spontanée et qui a donc ouvert le champ de la microbiologie avec ses conséquences en pathologie infectieuse. Claude Bernard et Pasteur ont donc tous les deux été des chefs de file d'écoles de pensée qui perdurent encore de nos jours. Alors, nombreux sont les physiologistes qui se réfèrent à Claude Bernard et qui se considèrent comme étant des fils spirituels de Claude Bernard. Parmi eux, eh bien, on va trouver Auguste Chauveau et Étienne Jules Marais. Ils n'ont pas été des collaborateurs directs de Claude Bernard, mais ils se sont inspirés de sa pensée, de sa philosophie, pour mener à bien un certain nombre de travaux de physiologie qui ont été extrêmement importants au cours du XIXe siècle. Alors ils ont apporté leur contribution personnelle en poursuivant quelquefois des travaux de Claude Bernard, mais également en mettant au point de nouvelles techniques qui ont permis à la physiologie de faire de très grands progrès. Ils sont donc tout à fait dans la lignée de la pensée bernardienne, et ceci apparaît très nettement quand on va consulter les leçons sur les propriétés physiologiques et altérations pathologiques des liquides de l'organisme, qui est un écrit de Claude Bernard, et quand on lit ceci, tout le monde comprend l'importance qu'il y a à perfectionner l'art de l'expérimentation. On introduit partout dans l'appréciation des phénomènes de la vie le poids et la mesure. Chacun sent le prix qui doit être attaché à une expérimentation rigoureuse, parce que tant qu'on n'y aura pas atteint, il restera impossible de comparer les faits, d'en déduire les lois et partant de constituer la science physiologique. C'est la conscience de ce besoin d'exactitude qui fait que dans tous les travaux qui paraissent, chaque expérimentateur cherche à être plus précis que ses devanciers et que tous les jours, on invente des procédés nouveaux ou des instruments plus parfaits destinés à mesurer les phénomènes qui jusqu'alors avaient échappé plus ou moins à l'observation des scrutateurs de la nature. Alors si je me suis intéressé à Chauveau et à Marais, c'est parce qu'effectivement, comme vient de vous le dire Madame Rapatel, j'ai enseigné la physiologie à l'école vétérinaire de Lyon. Et j'ai donc occupé la chaire dont le premier titulaire a été Chauveau dans les années 1860. Et c'est à cette école vétérinaire que Chauveau a accueilli Étienne Jules Marais dans début des années 1860 pour faire leur fameuse expérience de cardiographie intracardiaque qui les a rendus célèbres. Et c'est également cette école vétérinaire, à peu près un petit peu avant 1860, c'était dans les années 1835, elle avait été fréquentée par Claude Bernard. Claude Bernard qui était préparateur ou qui était employé comme stagiaire à la pharmacie Millet qui se trouve à Vèze, à 300 mètres de l'école vétérinaire de l'époque. Et Claude Bernard fréquentait cette école parce qu'il y apportait les médicaments qui étaient destinés à être administrés aux chevaux, aux bovins, aux cochons et autres couvées. Donc, nous voici ici dans le cadre de cet exposé et je voudrais envisager maintenant avec vous 3 parties. Dans une première partie, j'envisagerai les biographies un petit peu raccourcies parce que on ne va pas s'étendre trop longtemps de ces 3 partenaires, Bernard, Chauveau et Marais. Ensuite, je prendrai quelques exemples. En fait,
dans le domaine de la cardiologie et du métabolisme énergétique au sens large, pour voir quels ont été les apports de Chauveau et Marais. Et dans un troisième temps, j'essaierai de voir comment, à travers tout ceci, Chauveau et Marais sont bien, dans une certaine mesure, des héritiers de Claude Bernard. Alors commençons par les biographies. Biographie sommaire de Claude Bernard, je ne vais pas insister longtemps parce que depuis quelques semaines, on vous en parle régulièrement à travers telle ou telle conférence. Bien entendu, il est né en 1813 puisqu'on fête le bicentenaire. Et il est né à Saint-Julien en Beaujolais. Ses parents étaient modestes, ils étaient vignerons, et vous avez ici la maison natale de Claude Bernard. Il a fait des études primaires à Saint-Julien, des études secondaires qui n'étaient pas transcendantes, chez les jésuites à Villefranche, puis à Toissé, et il n'a pas obtenu le baccalauréat à cette époque. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu à la pharmacie Millet, où il a été engagé un petit peu comme stagiaire et comme préparateur. Il n'y est pas resté très longtemps, il est resté 2 ans. Et ce qui l'intéressait, lui, c'était la littérature. Il voulait écrire des pièces de théâtre, et il en avait écrit une, Rose du Rhône, qui a été jouée avec un certain succès à Lyon. Mais il pensait que son avenir pour la littérature, c'était Paris. Et il va donc à Paris, il prend contact avec un critique de l'époque, Saint-Marc Girardin, qui le décourage dans ses visées littéraires, et qui lui dit, vous avez fait pharmacie, eh bien, faites donc de la médecine. Le problème, c'est que Chauveau n'avait pas son bac. Donc, il est en 1834 obligé de passer le baccalauréat. Et puis, il va débuter ses études de médecine, il sera reçu à l'internat, pas dans un très bon rang, mais il va rentrer à l'Hôtel-Dieu, et il va collaborer avec Magendie, et qui avait également une chaire au Collège de France, et il va devenir le préparateur de Magendie. En 1843, il va soutenir une thèse de médecine, thèse qui porte sur l'étude du suc gastrique et son rôle dans la nutrition. Alors, quelques points clés de sa carrière professionnelle. En 1854, il est nommé professeur à la Sorbonne. En 1955, professeur au Collège de France. En 1965, il publie son introduction à l'étude de la médecine expérimentale. En 1968, il est professeur au Muséum. Et donc, ses mérites sont reconnus par ses pairs, puisqu'il va être élu à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, et également, ce qui a dû faire plaisir à Claude Bernard, à l'Académie française. Et il meurt en 1878. Donc voilà, très brièvement résumé, la vie professionnelle de Claude Bernard. Intéressons-nous maintenant à Auguste Chauveau. Auguste Chauveau est né dans un petit village de Lyon, au nord d'Auxerre, à Villeneuve-la-Guyard. Ses parents étaient également modestes. Son père était maréchal ferrant. Alors vous avez ici à gauche la maison natale de Chauveau, qui est maintenant actuellement transformée en épicerie-café, mais que c'est une maison quand même bien modeste, et à droite une gravure qui représente un atelier de maréchal ferrant de l'époque. Alors, le fait que ses parents aient été maréchal ferrant n'est pas tout à fait indifférent, parce que le jeune Chauveau a fréquenté la forge paternelle, il a vu les soins qu'on prodiguait aux pieds des chevaux, et le maréchal ferrant, à l'époque, avait un rôle important, parce que non seulement il ferrait les sabots du cheval, mais il donnait également des soins aux animaux boiteux, et même à d'autres affections, parce que les vétérinaires n'étaient pas quand même en nombre très important. Et c'est sûrement ce qui a un petit peu incité Chauveau à entreprendre des études vétérinaires. Alors, pour entrer à l'école vétérinaire, à cette époque, il n'y avait pas besoin d'avoir le baccalauréat. Donc, il y avait un concours que Chauveau a présenté, a réussi très facilement, et à 17 ans, il rentre à l'école vétérinaire d'Alfort. Alors, la gravure, en haut à droite, représente la cour des hôpitaux de l'école vétérinaire au milieu du XIXe siècle,
Et cette cour des hôpitaux, elle n'a pas tellement changé actuellement, elle existe toujours, les bâtiments n'ont pas changé, là simplement, elle est recouverte par une grande verrière. Mais au milieu du XIXe siècle, il y avait quand même une activité importante. On voit ici les animaux et leurs propriétaires qui viennent à la consultation. Alors vous avez des chevaux, vous avez ici un âne, une chèvre, un chien, et ici vous avez un professeur reconnaissable à son haute forme, c'était l'habitude à l'époque, et qui est en train de consulter un cheval devant un parterre d'élèves, devant un groupe d'élèves, un groupe d'étudiants qu'on reconnaît ici à un uniforme avec une casquette. Chauveau fait de très brillantes études. Il est en particulier remarqué pour ses qualités d'anatomiste, de dissection, et également dans à peu près toutes les matières, et son bulletin de notes qu'on a retrouvé dans le registre des élèves montre qu'il était classé systématiquement premier ou deuxième de sa promotion à chaque examen semestriel. Et il sort de l'école vétérinaire de Lyon, l'école vétérinaire d'Alfort, premier sur 33 élèves le 4 juillet 1848. Il a 21 ans. Ces professeurs pensent que c'est dommage qu'il reparte faire de l'exercice en clientèle rurale et l'incitent à entreprendre une carrière d'enseignant. Et c'est ainsi que Chauveau va présenter un concours d'enseignant en anatomie en 1848, donc il a 21 ans, et il est nommé chef de service d'anatomie. Alors, ne nous y trompons pas, le titre est un peu ronflant, mais en fait, ça désigne un poste d'assistant ou de chef de travaux dans la nomenclature actuelle. Et Chauveau va quitter Alfort avec regret, il va venir un petit peu en traînant les pieds. Alors, il arrive à l'école de Lyon, qui avait à peu près cet aspect au milieu du XIXe siècle. Ces bâtiments existent toujours, ce sont les bâtiments d'un ancien couvent qui se trouve sur le bord de Saône, et que l'école vétérinaire a occupé jusqu'en 1979, et depuis, c'est occupé maintenant par le Conservatoire national supérieur de musique. Alors, Chauveau va enseigner l'anatomie et également la physiologie qui est rattachée à cette discipline. Au cours de ses premières années à Lyon, il va nouer des contacts avec des médecins qui exercent à l'Hôtel-Dieu ou à l'hôpital de la Charité et qui également professent à l'école préparatoire de médecine. À cette époque, il n'y a pas de faculté de médecine à Lyon. En 1863, il va être professeur titulaire d'anatomie à l'école vétérinaire. Alors, elle était royale quand il est arrivé. Elle est maintenant devenue impériale. Et puis, quelques années plus tard, il va être nommé directeur de l'école qui est devenue cette fois nationale. Donc, vous voyez, elle a changé de statut au cours de la carrière de Chauveau. Alors, sa période de jeunesse continue, et en 1877, il a 50 ans, il va soutenir sa thèse de médecine. Alors, il y a eu un petit peu d'ambiguïté sur le titre de docteur en médecine de Chauveau. Certains pensaient qu'il était docteur honoris causa. Non, en fait, il a effectivement soutenu une thèse. Il y avait un problème quand même pour la soutenance de cette thèse, c'est qu'il n'avait pas le baccalauréat et qu'il n'avait pas suivi les études médicales. Alors, qu'à cela ne tienne, il a eu sûrement l'appui de ses collègues qui enseignaient à l'école préparatoire de médecine et il a été dispensé du baccalauréat et des études médicales. Mais le piston dont il jouissait n'a pas été suffisant pour le dispenser de payer les droits d'inscription. Et il a payé les droits d'inscription de la totalité des études médicales qu'il n'avait pas faites. Donc, comme quoi, l'administration est toujours à la recherche de 3 sous. Étant docteur en médecine, il n'y a eu aucune difficulté pour lui attribuer une chaire de professeur de médecine comparée et expérimentale à la toute neuve faculté de médecine, puisqu'elle avait été créée officiellement en 1877. Et vous avez ici un portrait de Chauveau en tenue académique. Alors, on retrouve toujours sa chevelure abondante,
Et une moustache également très fournie. Moustache qui lui avait valu le surnom de Vercingétorix quand il était étudiant. Alors la carrière de Chauveau va se poursuivre à Lyon, où il cumule le poste de professeur à l'école vétérinaire, de directeur de l'école vétérinaire et de professeur à la faculté de médecine. Donc le cumul, ça existait à cette époque. Mais en 86, donc après 38 ans passés à Lyon, ce qui fait déjà quand même une carrière respectable, il va entamer une deuxième carrière à Paris. Il va en effet être nommé inspecteur général des écoles vétérinaires en remplacement de Henri Boulet, qui était un de ses professeurs d'Alfort, et il va également obtenir une chaire de pathologie comparée au Muséum d'histoire naturelle. Et c'est une chaire qui provient du dédoublement d'une chaire qu'avait occupée un petit peu plus tôt Claude Bernard. Et il va poursuivre ses activités jusqu'en 1911, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 84 ans. Et là, il va consentir à prendre sa retraite. Ce qui fait quand même, si on calcule, un certain nombre de trimestres. Il avait donc tout à fait mérité de partir en retraite. Mais il ne va pas s'arrêter pour autant. Il va continuer à avoir une activité intellectuelle, puisqu'il faisait partie de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, à partir du moment, ce qui a été possible à partir du moment où il est allé à Paris. Et deux institutions qu'il a présidées, donc en 1907 et en 1913. Et Chauveau meurt en 1917, donc pendant la Grande Guerre. Voilà donc pour la carrière de Chauveau. Étienne Jules Maret, maintenant. Eh bien, Jules Maret était également bourguignon. Alors, de la Bourgogne, vraiment du cœur de la Bourgogne, puisqu'il est né à Beaune, et ses parents, son père, était négociant en vin. Alors, la maison natale de Maret n'existe plus, donc je ne peux pas vous la montrer, mais elle était rue du Collège, et ici, on a une carte postale qui représente la rue du Collège et le collège Monge, où Chauveau a fait ses études secondaires. Brillantes études, il obtient le baccalauréat, et en 1849, un petit peu contre le gré de ses parents, il va... non, pas contre le gré de ses parents. Poussé par son père, il va entreprendre des études médicales. Lui, Maret, il aurait voulu être ingénieur. La mère de Maret aurait voulu qu'il soit prêtre. Bon. Donc il a choisi, peut-être contraint et forcé, donc les études médicales. Brillantes études, il est reçu en 1854 premier à l'internat à l'hôpital Cochin, et il va soutenir une thèse tout à fait remarquable, thèse dont le titre est « Recherche sur la circulation du sang à l'état physiologique et dans les maladies ». Il va échouer à l'agrégation et il va donc faire un peu de médecine hospitalière tout en développant un laboratoire de physiologie personnelle dans des locaux qui appartenaient à la Comédie Française, donc rue de l'Ancienne Comédie, dans des locaux sous les toits. Et il va recevoir ici un certain nombre de ses collègues physiologistes. En 1867, il devient suppléant de Flourens au Collège de France. En 1868, il fait paraître un ouvrage du mouvement dans les fonctions de la vie. C'est le début, si vous voulez, de l'orientation de Maret vers l'étude des phénomènes locomoteurs. En 1969, il remplace Flourens au Collège de France. Il est professeur d'histoire naturelle des corps organisés. En 1972 et en 1978, il est élu à l'Académie de médecine et à l'Académie des sciences, qu'il préside également. En 1878, il fait paraître un ouvrage très important, la méthode graphique dans les sciences expérimentales. Alors, il est un peu à l'étroit dans les locaux du Collège de France pour ses études sur la locomotion. Alors, il obtient de la ville de Paris un terrain relativement important, situé à proximité du Parc des Princes, et qui se trouve maintenant dans l'emprise du stade Roland-Garros. Vous situez la localisation. Et sur ce terrain, il va faire ses études de locomotion. Alors vous avez une gravure qui représente le dispositif, une espèce de piste circulaire qui fait 400 mètres, et sur lesquelles on pouvait faire évoluer soit des hommes, soit des chevaux, soit éventuellement d'autres animaux.
Et ici, une partie des installations qui permettaient de faire des photographies. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, si on résume ces biographies, dans ce tableau comparatif, on voit qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre les trois. Ils sont tous d'origine modeste, ils ont vécu à la même époque. Claude Bernard est un petit peu plus vieux que Chauveau et Maret. Chauveau n'a pas le baccalauréat. Ils ont tous les trois été médecins, et Chauveau, en plus, a été vétérinaire. Ils ont été professeurs dans des établissements de prestige, que ce soit le Collège de France, la Sorbonne, la Faculté de médecine, le Muséum, l'école vétérinaire. Donc, vous voyez, des carrières tout à fait brillantes. Et ils ont été, tous les trois, membres de l'Académie française, de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences. Claude Bernard, en plus, a été membre de l'Académie française. Alors, voyons maintenant, dans un deuxième temps, quelques travaux expérimentaux qui ont été réalisés par Chauveau et Maret. Alors, je vais prendre des exemples, tout d'abord, dans le domaine de la cardiologie. C'est ça, vraiment, le plus important. Alors, quelle est la situation de cette partie de la physiologie au milieu du XIXe siècle? Eh bien, on savait depuis 1553 comment fonctionnait la circulation pulmonaire. C'est Michel Servet qui en avait une première description. Puis c'est William Harvey, médecin personnel du roi Charles Ier d'Angleterre, qui donne une description complète et relativement précise de l'ensemble de la circulation dans un ouvrage célèbre, L'anatomie des mouvements du cœur et de la circulation chez les animaux. Mais tout n'était pas découvert, il y avait encore un certain nombre d'incertitudes, en particulier sur le fonctionnement exact du cœur, de ses différentes parties, et il y avait un point surtout qui intéressait les médecins, qui les intriguait et qui donnait lieu à des polémiques importantes, c'était le choc précordial. Alors ce choc précordial, c'est la sensation, c'est la pulsation que l'on perçoit lorsqu'on applique la main au niveau du thorax en regard de la zone de projection du cœur. Alors il y a eu des commissions de médecins qui se sont réunies pour essayer d'éclaircir les points litigieux. Des commissions qui sont réunies à Dublin en 1835, à Philadelphie, et puis il y avait la position de l'Académie de médecine où il y avait un certain docteur Beau qui devait être un polémiste chevronné et qui était un petit peu en contradiction avec les idées générales. Alors, c'est dans cet environnement que Chauveau, d'une part, Maret, d'autre part, et ensuite, tous les deux, ont essayé d'apporter des réponses précises et indiscutables. Les premiers travaux sont dus à Chauveau en collaboration avec un jeune médecin cardiologue lyonnais, Fèvre, qui était à l'école préparatoire de médecine et qui était venu voir Chauveau pour essayer d'un petit peu d'approfondir la question. Alors, Chauveau connaissait bien le cheval, parce que c'était un animal très répandu et qui venait souvent aux consultations à l'école vétérinaire, et en plus c'était un animal qui était utilisé pour les dissections des étudiants. Et il avait donc des chevaux à sa disposition. C'était un animal qui présentait également des avantages. Bon, chevaux, on connaissait bien l'anatomie, bien sûr, et en plus c'est un animal qui, sur le plan physiologique, a un cœur lent au repos. La fréquence, c'est 30 contractions par minute, ce qui laisse quand même un petit peu plus de temps pour voir les différentes séquences de la contraction cardiaque. Alors, Chauveau et Fèvre ont procédé de la façon suivante. Sur des chevaux destinés à la dissection, ils les anesthésiaient, entre guillemets, tout simplement en coupant la moelle épinière, en détruisant le bulbe par une section en arrière du crâne, entre le crâne et l'atlas. Le cheval s'effondre, perd toute conscience, toute sensibilité. Alors il faut le mettre sous respiration artificielle. Il n'y avait pas les respirateurs modernes qu'on trouve dans les salles d'opération maintenant, mais simplement ils utilisaient un soufflet de boucher qui servait à distendre le poumon ou les besoins de la boucherie. Et puis, Chauveau et Fèvre ouvraient la paroi du thorax
en regard du cœur et avait un accès direct sur le cœur. Il l'examinait, donc visuellement, il le palpait, et il pouvait même aller explorer l'intérieur du cœur en faisant des petites boutonnières dans les parois des oreillettes ou du ventricule, et avec le doigt, en essayant de percevoir ce qui se passait à l'intérieur du cœur. Le mouvement, le sens de circulation du sang, le mouvement des valves cardiaques, etc. Et de cette façon, ils ont décrit de façon très précise la succession des éléments qui se passent au niveau du cœur, la contraction ou systole des oreillettes, qui précède la contraction ou systole des ventricules, suivie d'un relâchement général. Et ils avaient déjà, dès cette époque, affirmé que le choc précordial correspondait à la contraction du ventricule, ce qui était discuté, ce qui était contesté par d'autres, en particulier le fameux Beau que j'évoquais il y a un instant. Les travaux ont été appréciés par la communauté scientifique, mais il y a eu une commission qui a été nommée par la Société de médecine de Lyon, présidée par un certain Fols, qui était venu voir sur place et qui avait validé en quelque sorte les résultats de Chauveau et Fèvre. Alors ça c'était Chauveau seul. Marais seul avait apporté également sa contribution à la physiologie cardiovasculaire, déjà par sa thèse, mais dans sa thèse, il parle surtout de la circulation dans les vaisseaux. Il parle très peu du cœur. Alors, Marais avait commencé à mettre en place des techniques d'enregistrement des phénomènes physiologiques, d'enregistrement graphique, et en particulier, il avait mis au point un sphygmographe. Il y a un appareil qui se plaçait sur le poignet et qui permettait d'enregistrer le pouls, et ce qui permettait déjà d'avoir un certain nombre de renseignements. Et puis Marais avait essayé d'enregistrer les pressions à l'intérieur du cœur. Alors on savait que le cathétérisme était possible, parce que Claude Bernard l'avait déjà réalisé en 1844. Non pas pour mesurer la pression à l'intérieur du cœur, mais pour mesurer la température du sang à l'intérieur du cœur. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Claude Bernard, avec des grands thermomètres, arrivait à partir de l'artère carotide et de la veine jugulaire, à aller jusque dans le cœur gauche ou jusque dans le cœur droit, ceci sur des animaux de grande taille, sur des chevaux, des moutons et des gros chiens. Alors, Marais avait essayé d'enregistrer, le cathétérisme était possible, et Marais avait essayé d'enregistrer des variations de pression. Mais il utilisait un système d'enregistrement avec une transmission hydraulique qui avait une inertie telle que les forces développées par les cavités cardiaques étaient insuffisantes pour obtenir un enregistrement correct. Alors c'est alors que Chauveau et Marais vont associer leurs efforts. Alors il est intéressant de savoir comment Chauveau et Marais se sont rencontrés, parce que jusqu'en 1859, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors Chauveau avait l'habitude d'aller à Paris, il y allait de temps à autre, depuis Lyon, rencontrer Claude Bernard, pour lequel il avait une certaine admiration, et Chauveau avait également travaillé un petit peu sur le glucose sanguin, là encore j'y reviendrai. Et un jour, donc, il est chez Claude Bernard en 1859, quand arrive dans le bureau de Claude Bernard un physiologiste hollandais, Donders, qui s'occupait également de physiologie cardiaque. Et Donders venait rendre visite à son ami Claude Bernard pour lui dire tout le bien qu'il pensait d'une thèse qu'il venait de lire, c'était la thèse de Marais. Thèse de Marais qu'il avait beaucoup appréciée et il voulait en discuter avec Claude Bernard. Et à ce moment-là, il y avait Chauveau dans le bureau, dans le laboratoire. Et Donders avait également lu les premiers travaux de Chauveau et Fèvre. Et là, il a dit textuellement à Chauveau, ne vous y trompez pas, ça reste un Chauveau, ne vous y trompez pas, vous êtes parfaitement fait pour vous entendre avec Marais. Donc il voyait tout à fait la possibilité de joindre les deux
les deux façons de procéder utilisées par Chauveau et Marey. Alors, Chauveau rentre à Lyon, et quelques jours après, Marey lui avait envoyé sa thèse, il reçoit la thèse de Marey, et il rentre en correspondance, et il se retrouve au début de l'année 1860 à l'école vétérinaire d'Alfort pour essayer de faire les premières expérimentations. Mais là, chez le cheval, mais là, ça se traduit par un échec parce que Marey utilisait sa technique avec une transmission hydraulique et Chauveau lui a dit tout de suite « Mais mon ami, vous n'y arriverez pas, hein, votre système a trop d'inertie, vous n'obtiendrez pas de résultat. » Effectivement, ils n'ont pas obtenu de résultat. Alors, Marey, à ce moment-là, a imaginé de remplacer la transmission hydraulique par une transmission pneumatique, par une transmission à air beaucoup plus simple et avec beaucoup moins d'inertie. Et ils vont donc poursuivre leurs expériences, cette fois à l'école vétérinaire de Lyon. Et cette collaboration, qui va durer quelques mois, Chauveau, là, en haut à gauche, l'a rappelé à Marey vers les années 1901-1902 à l'occasion d'un hommage qui a été rendu à Marey pour ses 50 ans d'activité professionnelle. Et c'est non sans une certaine pointe d'humour. Le bon et le beau temps que celui de cette collaboration, c'est Chauveau qui s'adresse à Marey. Elle n'était pourtant pas facile. J'habitais Lyon, vous Paris. Il fallait se rejoindre. Et une fois réunis, se rencontrer au cours de la journée pour les efforts en commun. Nous n'y avions guère de commodité. Chauveau, parle de lui-même, ne travaillait jamais que le matin, Marey ne travaillait jamais que le soir. Nous aboutîmes tout de même, malgré ces difficultés, et tant d'autres encore. Alors, comment ont procédé Chauveau et Marey? Eh bien ici, voici le schéma de leur dispositif expérimental. Alors, vous avez ici donc un cheval. Alors là, on a ouvert le volet costal pour les besoins, si vous voulez, du schéma. Mais en fait, sur ce cheval, on faisait une incision ici dans la gouttière jugulaire pour isoler la veine jugulaire et l'artère carotide. Et Chauveau et Marey donc ont introduit des sondes cardiographiques qu'ils ont fabriquées, qu'ils ont conçues par ces vaisseaux pour aller jusque dans le cœur. Alors, ils utilisaient deux types de sondes. Une sonde ici métallique, rigide, recourbée à son extrémité et comportant ici un ballonnet explorateur, donc un petit ballonnet en caoutchouc qui pouvait se déprimer sous l'effet des pressions qui s'exerçaient. Alors, cette sonde était introduite par l'artère carotide en direction du ventricule gauche, donc à contre-courant du sang, il serait artère carotide, aorte, et pour rentrer dans le ventricule, il fallait franchir les valvules sigmoïdes aortiques. Donc il fallait attendre que ces valvules s'ouvrent, mais avec un petit peu d'habitude, c'est quelque chose qui est relativement facile à percevoir, et donc il pouvait pénétrer dans le ventricule gauche. La deuxième sonde utilisée était une sonde plus souple, comportant deux ballonnets explorateurs. Un terminal et un à quelques 5 à 10 cm de l'extrémité. Alors, ces deux ballonnets étaient communiqués à l'extérieur par des tubes indépendants, et ici vous avez une coupe, donc le ballonnet distal, le ballonnet proximal, et ici les deux tubes latérales qui correspondaient à chacun de ces ballonnets. Et cette sonde était introduite par la veine jugulaire en suivant le courant sanguin, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'elle ait une certaine souplesse. Elle arrivait dans la veine cave, et de là, on la faisait progresser dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. Et on pouvait donc enregistrer simultanément, si les deux sondes étaient en place, la pression dans le ventricule gauche, la pression dans le ventricule droit, et la pression dans l'oreillette droite. Alors ces sondes, pour enregistrer les variations de pression au niveau des ampoules exploratrices, étaient reliées à des tambours de Marey. Tambours de Marey que tous les physiologistes qui ont un certain âge connaissent bien, et qui sont constitués par une capsule métallique, surmontée par une... Alors voilà la capsule métallique, ici,
surmonté par une membrane élastique et qui venait agir sur un levier muni d'un stylet inscripteur à son extrémité, si bien que lorsque la pression s'exerçait au niveau de l'ampoule exploratrice, ça entraînait un soulèvement de la membrane élastique et une déflexion du levier vers le haut. Donc on pouvait enregistrer de cette façon les variations de pression. Alors l'inscription se faisait sur du papier qui était fixé sur un cylindre qui se tournait à une vitesse régulière. Et ici donc vous avez les deux sondes qui sont reliées au tambour de marée, deux pour la sonde droite, oreillette droite et ventricule droit, et une pour la sonde gauche, ventricule gauche. Alors voici ici ces sondes, elles existent toujours, et vous pouvez les voir, elles sont actuellement exposées dans l'atrium de la bibliothèque universitaire de la Doua. Alors ça c'est donc la sonde droite, avec ses deux ballonnets explorateurs, et les deux sorties correspondantes, ici. Et là c'est la sonde gauche. Bon, le ballonnet n'existe plus, parce que ce sont des ballonnets en caoutchouc, il faut les remplacer régulièrement, parce que le caoutchouc sèche, mais elles sont tout à fait utilisables encore maintenant. Alors, voilà ici l'ensemble dispositif, les deux sondes, reliées par des tubes au tambour de marée, et l'inscription ici se fait sur du papier blanc avec des stylets munis d'un petit dispositif d'ancrage à l'extrémité. La diapositive suivante nous montre Chauveau répétant son expérience à la fin de sa carrière, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand ils ont fait ces expériences, ils avaient respectivement 30 et 30, en 1860, 33 et 30 ans. Donc c'était de jeunes physiologistes. Là, Chauveau, manifestement, a plus de 30 ans. Donc, et on voit ici les sondes qui sont mises en place. Et vous voyez que le cheval tolère très bien. Il n'avait pas utilisé de l'anesthésie. Hein. Le cheval tolère très bien ces sondes. Et l'enregistrement se fait sur ce tambour. Alors là, cette fois, c'est un enregistrement sur du moire de fumée. Et vous avez en plus ici un dispositif qui permet d'enregistrer le choc précordial et ce qui permet de régler définitivement le problème de la relation qui existe entre le choc précordial et le fonctionnement cardiaque. Alors ça, c'est alors là, ici, c'est un tracé original, brut, que l'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps dans un registre de laboratoire à l'école vétérinaire, donc qui était le registre du laboratoire de Chauveau. C'est l'écriture de Chauveau, il donne un certain nombre de commentaires, et voici ici le tracé qui n'a absolument pas subi aucune modification. Alors, voici ici un autre tracé sur du noir de fumée qui a été publié en 1861 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, et on voit nettement les variations de pression dans l'oreillette, on voit la montée ici au moment de la systole auriculaire, et on voit que pour le ventricule, eh bien, la montée de pression se fait plus tardivement, et il y a bien un décalage, la systole auriculaire précède bien la systole ventriculaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est, on voit ici l'enregistrement du choc précordial, eh bien, on voit que le choc précordial est tout à fait synchrone de la montée de pression dans le ventricule. Donc, c'est bien la contraction du ventricule qui est responsable du choc précordial, alors que pour Beau, c'était la dilatation du ventricule au moment de son remplissage, pendant la phase de diastole, qui était à l'origine de ce choc précordial. Alors, ça n'a pas été, bon, ça nous paraît simple et évident maintenant, mais les académies de sciences et de médecine avaient quand même voulu vérifier que ce que Chauveau et Marais racontaient était tout à fait exact. Et ils avaient nommé des commissions par l'Académie des sciences, commission de l'Académie de médecine, pour aller vérifier sur place, et là ils étaient venus à Alfort, que les résultats de Chauveau et Marais étaient exacts. Et alors, il y a un extrait du rapport de Gavaret à l'Académie de médecine. Messieurs Chauveau et Marais ont rendu un grand service à la science. Ils ont demandé à des procédés nouveaux la solution de tant de difficultés. Ils ont laissé au cœur le soin de tracer lui-même, en caractères indélébiles, le tableau des diverses phases d'une révolution complète. Et un petit peu plus loin, les conclusions de ce rapport sont sans équivoque.
Messieurs Chauveau et Marais ont imaginé un appareil à indication continue d'une grande simplicité qui leur a permis de tracer un tableau fidèle des diverses phases d'une révolution cardiaque. Ils ont donné une démonstration rigoureuse des faits déjà généralement admis. Ils ont découvert des faits nouveaux et importants. Ils ont déterminé avec une extrême précision le rythme, l'ordre de succession, les caractères et les causes des mouvements du cœur. Leur travail projette de vives lumières sur les questions les plus délicates et les plus controversées de la physiologie du cœur. En conséquence, votre commission a l'honneur de vous proposer d'adresser des félicitations à messieurs Chauveau et Marais. Donc, on ne peut pas être plus élogieux. Alors, ces travaux de Chauveau et Marais sont des travaux très classiques, et leur application à l'homme s'est faite beaucoup plus tardivement. Il faut attendre 1929, en Allemagne, Forssmann, un médecin, qui, sur lui-même, a pratiqué le cathétérisme du cœur droit en introduisant donc un cathéter par l'intermédiaire d'une veine radiale et en la faisant progresser jusqu'au niveau du cœur, et ça avait été contrôlé radiologiquement. Pour sa hiérarchie, eh bien, ça n'avait pas été très apprécié, et Forssmann a eu des difficultés après pour la poursuite de sa carrière. Et puis, ça a été, alors à ce moment-là, généralisé aux patients à partir de 1942 aux États-Unis par Cournant, médecin parisien, mais qui s'était installé aux États-Unis et qui a donc, disons, généralisé cette technique. Et ça a valu à Forssmann et Cournant le prix de physiologie, le prix de médecine, le prix Nobel de médecine en 1952. Donc il a fallu attendre quand même 90 ans pour que on reconnaisse la valeur des travaux de Chauveau et Marais. Et Forssmann et Cournant, dans leur discours de réception du Nobel, faisaient référence, bien sûr, aux travaux initiaux de Chauveau et Marais. Alors, voilà donc quelques aspects de cardiologie. Alors, je voudrais maintenant envisager quelques points concernant le métabolisme énergétique et la contraction musculaire et la calorimétrie. Alors, à la suite des travaux de Lavoisier, on pensait que la vie était une réaction d'oxydation, de combustion, en particulier des aliments absorbés par la digestion, et notamment du glucose. Pour Lavoisier, cette oxydation, cette combustion, se déroulait au niveau du poumon. Et elle était liée à l'arrivée de l'oxygène de l'air, dans l'air pulmonaire, et cela se traduisait par la production de gaz carbonique éliminé par la respiration. Et Lavoisier avait comme argument, entre autres, une élévation de la température du sang qui traversait le poumon. Bon, cette constatation était fausse. Bon, il n'a peut-être pas les moyens suffisants pour être assez précis. Alors, cette idée de la combustion de glucose au niveau du poumon a été reprise par Claude Bernard. Alors, Claude Bernard ne parlait pas de combustion, il disait, bon, le glucose disparaît au niveau pulmonaire, mais, et là il avait mesuré la température, lui il montrait que le sang se refroidissait au niveau du poumon, il ne se réchauffait pas, donc il ne pensait pas qu'il y avait une oxydation du glucose, mais il pensait que le glucose était transformé en acide lactique. Alors, Claude Bernard poursuit ses travaux sur le glucose, et c'est la fameuse expérience du foie lavé, et Claude Bernard montre que le foie libère, même en dehors de la période d'absorption digestive, du glucose, mais que ce glucose disparaît quand même au niveau du poumon. L'expérience du foie lavé, Claude Bernard, 1855. 1856, Chauveau s'intéresse aussi au glucose. Et Chauveau, lui, montre que le glucose ne disparaît pas au niveau du poumon. Il est d'accord avec Claude Bernard sur le fait que la fonction glycogénique existe bien et qu'il y a bien libération de glucose par le foie, mais Chauveau montre qu'on trouve, contrairement à ce que disait Claude Bernard, du glucose en permanence dans l'ensemble de la circulation,
même en dehors des périodes digestives. Alors qu'en dehors des périodes digestives, pour Claude Bernard, il y avait du glucose dans les veines susépatiques, dans la veine cave et dans la première partie de la circulation pulmonaire. Alors, Chauveau va plus loin et montre que du glucose disparaît au niveau des capillaires périphériques, en fait, essentiellement au niveau des muscles. Alors, Claude Bernard se ralliera un petit peu plus tard à cette conception de l'utilisation périphérique du glucose au niveau des capillaires, enfin au niveau des muscles. Alors, Chauveau a donné par la suite, nettement plus tard, dans les années 1885-86, des preuves supplémentaires de l'utilisation du glucose au niveau des muscles et de la transformation en énergie. Alors, Chauveau a travaillé sur le muscle releveur de la lèvre supérieure chez le cheval. Alors, si vous avez regardé manger un cheval, ou si vous avez eu l'occasion de lui présenter un canton de pain ou un sucre, eh bien, vous remarquerez les mouvements très vifs de la lèvre supérieure. Il y a un muscle releveur qui est assez actif, et ces mouvements de la lèvre sont indispensables pour faire pénétrer les aliments dans la cavité buccale chez le cheval. Alors, Chauveau a imaginé la chose suivante. Il a isolé ce muscle releveur, donc chez le cheval, avec peut-être une petite anesthésie locale, et ce muscle releveur, il a une irrigation qui est assez facile à individualiser, donc on pouvait faire des prélèvements sur l'artère qui apportait le sang au muscle, et sur la veine qui drainait le sang de ce muscle. On pouvait également sectionner le tendon distal de ce muscle, de façon à ce qu'à ce moment-là, si le muscle se contractait à vide, sans produire vraiment de travail. Donc on pourrait comparer ce qui se passait sur le muscle au travail, donc quand il était fixé à la lèvre supérieure, ou sur le muscle, donc sans travail. Et puis, c'était intéressant de travailler sur ce muscle, parce que c'était facile de déclencher sa contraction. Il suffisait au cours de l'expérience de présenter une poignée d'avoine au cheval, et à ce moment-là, immédiatement, on voyait les mouvements de la lèvre se déployer. Et ainsi, Chauveau a montré qu'il y avait bien, au cours de la contraction musculaire, une consommation d'oxygène, une production de gaz carbonique, une consommation de glucose, une élévation de la température du sang, et également une augmentation du débit sanguin, donc avec des moyens relativement limités. Donc il a apporté un certain nombre de réponses extrêmement précises. Alors Chauveau a continué ensuite ses expérimentations. Alors il a fait des études d'énergétique et de calorimétrie extrêmement complexes, en particulier pour un physiologiste, et j'avoue pour ma part que j'ai quelquefois du mal à saisir où veut aller Chauveau. Mais enfin, il a quand même fait un nombre de publications, plusieurs dizaines de publications sur ce thème, et qui se trouvent d'ailleurs plus ou moins résumées dans un ouvrage, La vie et l'énergie chez l'animal. Donc publié en 1894, ce sont des travaux qu'il a menés essentiellement au muséum. Et Chauveau a également fait des mesures d'activité musculaire chez l'homme, et on le voit ici, donc en train d'enregistrer la force développée par son aide de laboratoire, ici, et on a ce qu'on appelle le grand enregistreur de Chauveau, qui est un appareil relativement imposant, et qui permettait d'enregistrer avec des méthodes graphiques dues à Marey cette activité musculaire. Et Marey dans tout cela? Eh bien, Marey s'est intéressé également au travail musculaire. Alors, il avait conçu dans ses techniques d'enregistrement graphique un certain nombre de myographes. Ici, c'est un myographe chez la grenouille. Il s'était intéressé également à les variations de la température en fonction du débit sanguin. Mais ce qui surtout intéressait Marey, c'était le muscle en tant que générateur de mouvement, en tant qu'agent de la locomotion. Et par différentes techniques, notamment des techniques d'enregistrement graphique, il a enregistré ce qui se passe
chez l'homme lors de la locomotion, la marche ou la course. Alors ici, le sujet d'expérience donc est cet homme qui possède des chaussures qui sont équipées de semelles avec un petit ballonnet sous la semelle qui, donc, quand le pied va appuyer sur le sol, il va y avoir une augmentation de pression qui va être transmise à un tambour de marée et donc pourra savoir à quel moment le pied droit est à terre, à quel moment le pied gauche est à terre, etc. Et puis, vous avez également, en plus, ici, un capteur qui se trouvait sur le sommet du crâne pour évidemment voir les variations de fréquence des mouvements. Alors, sur la diapositive de droite, bien c'est un petit peu le même principe, mais cette fois, c'est un cheval qui est le sujet d'étude. Alors, il avait imaginé également des fers avec des éléments explorateurs sous les fers, et également une autre technique avec des bracelets en cuir qui étaient placés sur le canon, sur les canons des chevaux, et il y avait une petite masselotte qui venait agir sur un tambour de marée et qui était transmis ici au système d'enregistrement, toujours avec de tambours inscripteurs, et le cylindre qui était tenu ici à la main par le cavalier. Alors, troisième et dernière partie de mon exposé, Chauveau et marée, héritier de Claude Bernard. Eh bien, cela paraît évident quand on voit les convergences qui existent entre les techniques, la méthodologie des uns et des autres. Alors, on va voir ça au point de vue de la méthode expérimentale, l'utilisation d'animaux d'expérience, la rigueur, la précision des mesures, la dextérité chirurgicale et le développement de laboratoires. Les convergences d'abord dans la méthodologie utilisée. Eh bien, Claude Bernard, dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, détaille les différentes étapes qu'il faut pour mener à bien une expérimentation physiologique. Observation, à partir de cette observation, faire une hypothèse sur le mécanisme éventuel, mettre en place une expérience pour répondre à la question posée, observer le résultat, l'interpréter et en déduire une conclusion. C'est ce que d'autres, il y a quelques années, ont résumé sous l'acronyme OERIC. Observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation et conclusion. Alors, pour illustrer ceci, je vais prendre un exemple d'une expérience due à Chauveau pour expliquer l'origine, le mécanisme des bruits du cœur. L'observation, c'est que quand on ausculte le cœur, on constate que le deuxième bruit du cœur est audible avec le maximum d'intensité en regard de la zone de projection des valvules aortiques. Alors, l'hypothèse qui vient à l'esprit, c'est que c'est dû au fonctionnement de ces valvules. Alors, pour en avoir la preuve, il faut mettre en place une expérience qui va perturber le fonctionnement de ces valvules. Eh bien, Chauveau avait imaginé de modifier sa sonde utilisée pour aller enregistrer la pression dans le ventricule gauche. Vous voyez l'extrémité de la sonde ici, avec normalement le dispositif sur lequel il y a le ballonnet sensible. Eh bien, il avait imaginé un système de lames métalliques faisant une sorte d'éventail que l'on pouvait manœuvrer, que l'on pouvait ouvrir ou fermer avec un tube qui coulissait ici. Donc le tube est reculé, les lames s'ouvrent. Si on rapproche ce tube qui coulisse, on va refermer les lames de cet éventail. Et donc, on va bloquer ou non le fonctionnement des valvules. Eh bien, on constate que donc, la sonde est introduite jusqu'à ce que l'ampoule soit dans le ventricule gauche. Si on ouvre l'éventail, eh bien, on bloque le fonctionnement des valvules et le deuxième bruit disparaît. Le deuxième bruit disparaît ou est atténué. Donc, voilà un exemple de l'application de cette méthode OERIC, entre guillemets. Alors, cette méthode OERIC, bien ces critères, cette démarche, elle est toujours d'actualité. Quand on fait une publication dans un
publication de physiologie, c'est toujours le même plan que l'on retrouve et que l'on va suivre rigoureusement. Deuxième point de convergence, c'est l'utilisation d'animaux d'expérience. Bien, dans son introduction à la médecine expérimentale, Claude Bernard insiste beaucoup sur le choix de l'animal d'expérience. Il y a plusieurs dizaines de pages consacrées à cette question éthique qui se pose, les questions du choix de l'animal, des conditions de fonctionnement, d'utilisation de cet animal, etc. Alors, par exemple, parmi tous les animaux sur lesquels le physiologiste et le médecin peuvent porter leur expérimentation, il en est qui sont plus propres les uns que les autres aux études qui dérivent de deux points de vue. Alors, et il définit un certain nombre de critères. Bien, Chauveau et Marais ont tout à fait appliqué ces principes en choisissant leur matériel d'expérience en fonction des besoins de l'expérimentation. Autre aspect intéressant, c'est la rigueur et la précision des mesures. Claude Bernard était un farouche partisan des mesures aussi précises que possible. Et par exemple, pour ses méthodes de thermométrie, de mesure de la température au niveau du cœur droit et au niveau du cœur gauche, il avait fait construire des thermomètres spécialement à cet usage et qui permettaient de faire des mesures avec des précisions remarquables pour l'époque, de l'ordre du centième de degré centigrade. Donc vous voyez que c'était quand même quelque chose d'important. Eh bien, qu'ont fait Chauveau et Marais? Eh bien, ils ont toujours essayé d'utiliser des processus de mesure aussi précis que possible. Et c'est tout à fait remarquable, en particulier, par exemple, il fallait avoir des mesures de temps aussi pour pouvoir mesurer le décalage entre deux événements au niveau du cœur. Eh bien, ils avaient conçu des systèmes de mesure de temps, de signaux de temps qui étaient alimentés électriquement par un diapason dont la vibration était elle-même entretenue électriquement. Et sur les tracés de Chauveau, sur la cardiographie, on peut arriver à distinguer des événements séparés par simplement 1/2400 de seconde. C'est quand même tout à fait remarquable qu'on puisse faire ça en 1860. Et puis la précision des mesures, c'était également un souci de Marais. Et Marais, à la fin de sa carrière, avait avait réuni un certain nombre de physiologistes de l'Europe et pour essayer de mettre en place une commission de validation des instruments de mesure utilisés en physiologie. Et cette commission a fonctionné quelques années, et à la mort de Marais, elle a été présidée, juste encore, par Chauveau. Alors, également, autre point de commun, c'était la dextérité chirurgicale ou l'habileté manuelle de ces savants. Claude Bernard avait été repéré par Magendie pour sa dextérité, pour son habileté à disséquer. Et Chauveau, on l'a vu, était un anatomiste extrêmement brillant. Et en plus, c'était un homme qui savait, entre guillemets, bricoler. C'était les rois de la débrouille, Chauveau et Marais. Marais, bon, il voulait être ingénieur. Alors, Chauveau, son élève Arloin, raconte que Chauveau disait, pour être un bon physiologiste, il faut savoir limer avec une scie et scier avec une lime. Parce qu'il fallait mettre au point les appareils. Bon, et il n'y avait pas forcément des mécaniciens disponibles en permanence. Autre point de convergence, c'est le rôle du laboratoire, le développement du laboratoire du physiologiste. Alors, Claude Bernard, là encore, consacre un chapitre à ce laboratoire et les différents moyens nécessaires à l'étude de la médecine expérimentale. Toute science expérimentale exige un laboratoire. C'est là que le savant se retire pour chercher à comprendre au moyen de l'analyse expérimentale les phénomènes qu'il a observés dans la nature. Alors, le laboratoire de Claude Bernard, on en a une idée
en regardant le tableau de Léon l'Ermite, qui est exposé toujours dans l'atrium de la bibliothèque de la Doua, et qu'on voit un petit peu partout, qui est exposé aussi habituellement au musée Claude Bernard. Alors, le laboratoire de Claude Bernard, d'après ceux qui l'ont fréquenté, Paul Bert, Dastre, etc., c'était peut-être pas un modèle qu'on prendrait aujourd'hui. Il était dans un sous-sol plus ou moins salubre du Collège de France, mal éclairé, mal ventilé, donc c'était sûrement pas très confortable. Mais ses élèves, Maret et Chauveau, ont beaucoup amélioré la chose. Alors, le Chauveau, à l'école vétérinaire de Lyon, avait fait construire un laboratoire tout à fait moderne pour l'époque, dont vous avez ici sur la gauche la maquette. C'est une maquette qui existe toujours, qu'on peut voir dans le hall d'honneur de l'école vétérinaire. Et cette maquette, elle fait en gros 2 mètres sur 2 mètres. Donc c'est quand même une grande maquette. Et on a toutes les pièces du laboratoire. Il y avait un amphithéâtre, il y avait ici une salle de préparation pour les animaux, une salle d'enregistrement. Alors il y avait des enregistreurs. Là, il y avait une salle de microscopie, enfin, il y avait une salle de dissection. Donc, vraiment, un laboratoire bien installé. Et vous avez une photographie de ce laboratoire. Bon, on ne sait pas exactement vers quelle date il a été pris, mais vous avez ici le grand enregistreur de Chauveau, et à ce moment-là, l'énergie électrique, ce n'était pas quelque chose de très répandu. Et pour animer cet enregistreur, il y avait tout un système qui comportait une machine à vapeur, qui entraînait donc des arbres de transmission, et ici avec un système de courroie, donc c'était quand même assez lourd à mettre en œuvre, mais ça leur a permis quand même de faire des travaux tout à fait remarquables. Et Chauveau également, quand il est arrivé au muséum, pendant les 2 ou 3 premières années de sa carrière au muséum, a fait les pieds et les mains pour obtenir la construction d'un laboratoire digne de ce nom. Quant à Maret, bien, vous avez ici les installations qu'il avait mises en place dans ce qu'on appelle la station de physiologie de Maret, donc qui étaient des installations tout à fait performantes pour ce qu'il voulait faire. Alors, ça c'était pour les convergences. Alors, par contre, donc vous voyez quand même beaucoup d'éléments communs. Il y a quand même une différence. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que Claude Bernard n'a jamais utilisé d'enregistrement graphique. C'est un petit peu un mystère pour moi, parce que l'enregistrement graphique dans physiologie s'est développé à partir des années 1845, 50, et il n'a jamais eu recours, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, à des enregistrements graphiques. Alors que Chauveau et Maret ont vraiment été des grands utilisateurs. Alors ici, vous avez une médaille qui représente Chauveau en train de faire ses enregistrements graphiques des pressions chez le cheval, et ici Maret qui est en train, donc, dans son laboratoire, d'examiner des enregistrements graphiques qui ont été faits. Et Maret, en plus, a développé une technique extrêmement importante qui est la chronophotographie. Alors cette chronophotographie consiste à étudier le mouvement par la prise de clichés successifs. Alors, il a mis au point des tas de systèmes différents, mais vous voyez ici, donc, il arrivait à la fin de sa carrière à prendre jusqu'à 1200 images secondes. Donc, vous voyez, c'est quand même tout à fait remarquable. Et ici, vous avez un exemple de différents clichés qui sont pris successivement, qui montrent un saut à la perche. Alors évidemment, je pense que ça ferait peut-être sourire nos perchemans qui vont aux Jeux Olympiques actuellement, mais on voit bien quand même la décomposition des différents mouvements. Alors Chauveau s'est intéressé à la locomotion, aussi bien des animaux terrestres que des animaux en vol, et il avait conçu pour cela un fusil photographique. Fusil photographique, donc qui était muni d'un appareil photo avec un disque qui tournait et qui prenait un cliché toutes les dixièmes de seconde par exemple, et ce qui lui a permis de suivre, de détailler le vol des oiseaux. Il a également enregistré les mouvements des animaux marins, et en particulier, il y a dans les collections du Collège de France des photos d'une raie qui se déplace, qui nage donc au fond de la mer.
Donc, des éléments tout à fait intéressants. Et on considère souvent maintenant que Marey a été un des précurseurs des techniques cinématographiques. Pour en terminer, est-ce que ces trois savants continuent comme relation personnelle? Bien, Chauveau et Claude Bernard, on les connaît bien, on ne les connaît peut-être pas toutes, mais on sait que Chauveau allait rendre visite à Claude Bernard dans son laboratoire, que Chauveau allait rendre visite à Saint-Julien quand Claude Bernard venait l'été, donc au moment de la saison des vendanges, se reposer dans le Beaujolais. Et on a également une autre preuve, c'est dans les lettres que Claude Bernard écrivait à Madame Rafalovitch. Là, c'est une lettre du mois de janvier 1871. J'écris immédiatement à Lyon pour qu'on vous envoie du bon vaccin. J'espère que mon ami Chauveau, qui est un grand vacciniculteur, il saura et pourra vous le choisir de sa main. Si M. Chauveau n'était pas de retour des ambulances où il était parti, etc. Alors, donc, Claude Bernard considère Chauveau comme son ami. Et alors, ce petit extrait nous montre également d'autres facettes de la vie de Chauveau, à savoir qu'il s'occupait de vaccines. Le vaccine, c'est la variole de la vache, et c'est cette vaccine qu'on utilise comme vaccination antivariolique. Et là, Mme Rafalovitch voulait faire vacciner contre la variole ses enfants, et c'est pour ça qu'elle avait demandé l'intervention de Claude Bernard. Deuxième point, Chauveau était parti aux ambulances, c'était la guerre de 70, et Chauveau, donc à cette époque, avait 43 ans, 44 ans, s'était engagé volontaire dans l'armée, et il avait été affecté à l'ambulance, c'est-à-dire l'ambulance c'était les hôpitaux militaires mobiles de l'époque, qui étaient dirigés par un médecin lyonnais, Ollier, un médecin qui est bien connu. Donc vous voyez, Chauveau avait également une fibre patriotique. Les relations de Chauveau et Marey, alors là ça a été une amitié indéfectible, bien que, dans sa thèse, Marey parlait de Chauveau en disant « Monsieur Chameau ». Alors, c'était une faute d'imprimerie, mais que Chauveau lui avait pardonné. Alors, Chauveau était souvent reçu chez Marey, soit à Paris, soit dans sa propriété de Chagny, à le domaine de la Folie. Et on a à l'école vétérinaire un certain nombre d'ouvrages de Marey qui étaient dédicacés personnellement à Chauveau. Par exemple, celui-ci, la méthode graphique, c'était à mon excellent ami Chauveau. Ils n'ont finalement collaboré que quelques mois, quelques années, mais ils sont restés en bons termes. Ils se retrouvaient dans les académies, bien sûr, et quand Marey est mort en 1902 ou 1904, Chauveau l'avait rencontré la veille, enfin, avait été quand même d'une amitié extrêmement fidèle vis-à-vis de son collègue. Par contre, je n'ai pas retrouvé vraiment d'éléments de relations personnelles entre Claude Bernard et Marey. Bon, ils se fréquentaient, c'est certain, à l'Académie de médecine et à l'Académie des sciences, mais je n'ai pas d'éléments tangibles. J'en arrive ici au terme de mon exposé. J'espère vous avoir convaincu que nous étions en présence de trois grands savants qui ont marqué l'histoire de la médecine grâce à leur travail, à leur intelligence et à leur inventivité. D'ailleurs, leurs contemporains ne s'y sont pas trompés, puisqu'on a reconnu leur mérite. Ils ont été tous les trois élevés à un grade important dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ils ont été élus dans les académies. Ils ont eu de nombreux hommages de leur vivant. Et également, on les a honorés après leur disparition, puisque vous avez ici une statue de Claude Bernard. Alors celle-ci, c'est celle du Collège de France. Il y en a une autre dans la cour de l'ancienne faculté de médecine sur le quai Claude Bernard. Vous avez ici la photo de Marey à Beaune.
Et vous avez ici le monument Chauveau qui se trouvait dans l'ancienne école vétérinaire de Lyon, alors, dont le buste maintenant est dans l'école vétérinaire, donc reste simplement la stèle. Alors, je vous remercie. Je remercie également les organisateurs d'avoir eu l'idée de réaliser cette conférence dans les locaux de la fac de médecine qui appartient à l'université Claude Bernard, et également parce que ça rappelle que Chauveau a été un enseignant dans cette faculté de médecine entre 1878 et 1886. Je vous remercie.